Cette conférence que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est en quelque sorte la conclusion de ce cycle concernant la méchanceté, qui a été en fait une pathologie pour l'instant, puisqu'il y a eu, en plus des 3 conférences spécifiquement dédiées à la méchanceté, une conférence sur l'or et une conférence sur les guerres de religion, les deux étant directement liés à la méchanceté, la conférence sur l'or pour ce qui concerne la cupidité, et la conférence sur les guerres de religion pour ce qui concerne la violence et la peur comme outil dans les guerres de religion. Il s'agit donc d'une conférence en quelque sorte conclusive avant de passer à un autre sujet que je réfléchis d'ores et déjà. Mais il y a un lien direct entre, évidemment, le droit, la notion du droit, la biologie, et cette méchanceté qui est l'appendice indéfectible de l'humain. Alors, le titre de la conférence paraphrase le titre d'un ouvrage de Jacques Ruffier, paru en 1976, « De la biologie à la culture ». Dans ce livre, Jacques Ruffier dissèque un petit peu les liens qui conduisent de la biologie, des ressorts biologiques du vivant, vers la culture dans son sens large. Moi, je me suis focalisé sur un des aspects de la culture, en particulier de la culture occidentale, qui est le droit naturel et ses relations avec le droit en général. Jacques Ruffier fait donc ce lien, mais il s'arrête en 1976. Il arrête en particulier la description des différents niveaux d'intégration qui permettent d'aller de la cellule à des sociétés construites et à des sociétés complexes. Mais en 40 ans, il s'est passé beaucoup de choses, et en particulier 2 éléments sur lesquels je reviendrai, que j'ai déjà eu l'occasion d'aborder, 2 éléments qui sont majeurs pour moi. Le premier, c'est la modification de la distribution de l'information, et le deuxième, c'est l'augmentation considérable de la démographie. La conséquence que ne tire pas Ruffier, mais que moi je tire, c'est que la culture et la société sont des conséquences de l'activité humaine, des conséquences de la biologie humaine, et non pas l'inverse. On aurait tendance à penser, depuis Aristote, on aurait tendance à penser que tout découle de la société et que, en gros, la physiologie, les déterminants du vivant seraient des sortes de contingences un peu nuisibles que l'on passerait volontiers sous le tapis. En réalité, je pense que, comme Hobbes, qu'à l'origine, il y a le vivant et qu'ensuite, éventuellement, il y a autre chose. Ce qui m'a amené également à faire cette conférence, c'est un constat relativement simple que je dresse déjà depuis très longtemps, c'est que les sociétés sont devenues, quel que soit leur format politique, totalement ingouvernables. Vous pouvez regarder une carte du monde et si vous essayez de positionner les pays qui sont frappés de stabilité, eh bien, vous vous rendrez compte que ce sont des exceptions. La plupart des pays sont, même en Europe, et je dirais que l'actualité nous le démontre tous les jours, les pays sont devenus simplement ingouvernables. Il y a 2 types de pays qui sont devenus ingouvernables. Ce sont des pays, d'une part, démocratiques, l'Europe, parce que chacun ayant le droit d'exprimer son opinion, ce qui est plutôt favorable, ça induit une sorte de brouhaha et une multiplicité d'opinions qui aboutissent à une certaine instabilité. Et puis il y a, à l'inverse, les dictatures, dans lesquelles l'instabilité est également totalement présente, parce que pour faire valoir son droit, pour faire valoir sa voix, eh bien, la seule solution, c'est la violence. Et par conséquent, si vous voulez changer le format de votre société, il ne faut pas faire un appel au calme, il ne faut pas lancer un appel au calme, il faut au contraire prendre les armes. Et c'est la raison pour laquelle ces pays sont des creusets d'instabilité. L'ingouvernabilité des États est donc, à mon avis, liée à la fois au fait que l'humain est un animal comme un autre,
pensant, bon, mais avant tout un animal comme un autre, et qui n'a comme objectif que de vivre et de vivre en liberté. Prenez n'importe quel animal, vous essayez de l'enfermer, et il espère, il fait tout ce qu'il peut, y compris se sacrifier, pour se libérer du joug qui l'oppresse. Ce qui rend l'homme, d'une certaine manière, émancipé par rapport à tous ces jougs, réels ou imaginaires, c'est d'une part l'information. L'information, contrairement à ce qui s'est toujours produit dans l'histoire de l'humanité, depuis quelques années, depuis très peu d'années, ne provient plus du sommet pour irradier vers les bas, c'est-à-dire que la gouvernance ne peut plus se faire par l'intermédiaire du mystère. L'information naît de la base et se propage au niveau de la base via des médias innovants comme les réseaux sociaux, mais ça vous le savez aussi bien, sinon mieux que moi, car je suis loin d'être un geek forcené. Et puis, les dirigeants eux-mêmes se retrouvent dans une situation qui est totalement nouvelle, c'est-à-dire que le format de la société est toujours aussi pyramidal, mais ils sont coupés de leur pyramide par le biais de l'information. C'est-à-dire que s'ils veulent l'information pour pouvoir gouverner, ils sont obligés d'aller à la pêche à l'information, c'est-à-dire utiliser des corps intermédiaires qui vont travestir, volontairement ou non, qui vont filtrer les informations, ce qui fait que les gouvernants gouvernent comme ils peuvent. Par ailleurs, nos gouvernants, comme ceux d'hier, comme ceux que décrivaient Kant ou Tocqueville, ne sont pas choisis parmi les meilleurs, mais selon des caractères qui sont parfaitement irrationnels, qui sont aujourd'hui de plus en plus manifestes. Ronald Reagan est un acteur de cinéma, Donald Trump un acteur de télé-réalité, et Zelensky en Ukraine est un acteur, un humoriste. Donc, et on voit bien que nos dirigeants sont des produits médiatiques, mais ne sont pas des produits du rationnel. Ce n'est pas la raison qui fait que l'on va choisir, c'est la séduction plus que la raison. De plus, les informations mêmes qui sont générées au sommet de la pyramide, au sommet de la hiérarchie, filtrent également vers la base. C'est-à-dire que non seulement l'information naît à la base et a du mal à remonter, mais en plus, ces informations qui naissent au sommet filtrent vers la base, laquelle base s'en empare et l'utilise pour telle ou telle raison. Par exemple, les lanceurs d'alerte, Snowden ou d'autres, quand ils dénoncent des affaires d'espionnage, il n'y a pas plus secret qu'une affaire d'espionnage. Donc, à partir du moment où cela se fait, à partir du moment où l'information irradie vers la base, à partir du moment où la base, par ailleurs, s'élargit exponentiellement avec la démographie, on comprend bien qu'à un moment donné, une pyramide qui s'élargit infiniment avec un seul sommet, il arrive un moment, surtout quand elle ne peut pas se maintenir par l'information, elle a du mal à gouverner. Alors, pour tenter de se maintenir à flot et dans le flot, les gouvernants s'appuient sur des conventions immémoriales qui sont les lois. Alors, les lois, c'est le droit, c'est le bras armé des sociétés. Et ce sont en fait différents codes qui sont inspirés petit à petit, construits petit à petit, au fur et à mesure de l'histoire. Ici, germano-latin, matinée de napoléonisme en France, et là, le common law issu un petit peu de Hobbes, mais surtout de Locke. À quelque chose près, le résultat est le même. La loi, on le verra tout à l'heure, a pour principe, et le droit a pour principe, le droit positif, a pour principe d'être un système de valeurs. Qui dit valeur dit dimension abstraite. Et donc, et la loi, le droit positif, considère qu'elle est dissociée du savoir. Les valeurs sont dissociées du savoir et irréductiblement dissociées. À partir de ce moment-là, la loi se trouve constamment, historiquement dépendante et d'une certaine manière socialement dépendante.
les valeurs, certes, sont réputées universelles et permanentes, mais enfin, on a bien noté que sous Staline, il était de bon ton d'être stalinien, et dans une autre société, il est au contraire une société démocratique qui va être très mal perçue d'être stalinien. On voit bien qu'il y a une connotation historique dans le droit dont le droit ne peut pas se défaire. Et il ne peut pas s'en défaire parce que précisément, il réfute d'être appuyé sur ce que l'on pourrait appeler le droit naturel. On va revenir sur ces notions. La justice, qui est donc le bras armé des pouvoirs, est donc investie de pouvoirs extraordinaires, qui en France, en plus, s'agrémentent de la présomption de l'intime conviction, ce qui dispense, le cas échéant, de toute espèce de preuve. Donc, à partir de ce moment-là, tout devient possible, aussi bien pour les juges que pour les jurés d'assises. Et malgré tout, les sociétés, les individus au sein de ces sociétés font le constat que la loi et la justice ne les protègent pas véritablement, alors que le rôle de la société, c'est au contraire de protéger. Et on voit bien que le discours qui consiste à dire « Dormez en paix, braves gens, je veille », c'est un discours qui finit par ne plus passer. On pourrait citer la Boétie, qui est le discours sur la servitude volontaire, et je crois que la loi et le droit, en faisant régner des peurs, la peur du gendarme, la peur de telle ou telle catastrophe, la peur de l'insécurité, aboutissent finalement à une sorte d'auto-asservissement qui fait que le libre arbitre du citoyen ne joue plus véritablement. Lorenz, qui est un biologiste animalier, dans un livre terriblement pessimiste, remarque d'ailleurs la formidable aptitude de l'humain à être autodomestiqué. Et du coup, il considère que l'avenir de l'humain est un avenir extrêmement incertain. Rousseau ne dit pas autre chose d'ailleurs. Dans le contrat social, chapitre 1, ligne 1 du chapitre 1, tout homme n'est libre, mais partout il est dans les fers. Alors le cher Rousseau est le dernier, et à la fois le plus moderne des apôtres du droit naturel, et en même temps le dernier. Très peu de temps après 1762, la date de la publication du contrat social, il y a eu 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et le droit naturel, s'il est évoqué, en fait, gomme l'individu au profit de la collectivité. Or, Rousseau, toute sa vie, a eu une démarche philosophique de solitaire. En réalité, Rousseau est un très grand solitaire, et le dernier ouvrage qui a été publié de façon posthume, je crois, ce sont les Rêveries du promeneur solitaire, qui permettent de bien mesurer l'immensité, l'immense détresse intellectuelle et morale dans lesquelles se situait Jean-Jacques Rousseau à la fin de sa vie, même si, à chaque anniversaire de sa naissance ou de sa mort, on le ressort de la vitrine en disant « Regardez mon beau Rousseau, c'est un Français, vraiment, on est content de ce Rousseau-là ». Mais en réalité, le contrat social, par exemple, n'est enseigné dans aucune école. Et pourtant, quand on le lit, le contrat social est d'une redoutable actualité. En réalité, Rousseau s'est trompé sur un seul point. Il s'est trompé sur le mythe du bon sauvage. C'est-à-dire qu'il est parti sur l'idée qu'il fallait faire une sorte de régression linéaire de la sociabilité ou de la socialisation de l'homme. Et pour retrouver les origines, il fallait retourner au bon sauvage.
Alors, le bon sauvage ont été largement surestimés par Rousseau, d'abord parce qu'on n'avait pas beaucoup d'exemples de bons sauvages. On avait effectivement découvert l'Amérique, on avait colonisé l'Amérique du Sud à grands coups de sabre pour piller l'or, mais c'est tout ce qu'on connaissait des bons sauvages, ce qu'on appelait les naturels à l'époque. En réalité, le monde, en 1762, ignore tout des mers du Sud. C'est-à-dire qu'il y a une ligne inconnue à l'est de la ligne qui va de Mexico aux Philippines et à la Chine. Tout ce qui est dans le Pacifique est totalement inconnu. L'Australie est inconnue, ou à peu près, etc. Donc, le bon sauvage, on va dire que c'est une sorte de cas d'école, mais en réalité, les naturels ou les sauvages sont ni meilleurs ni pires que les autres, sont des humains. Et de mon point de vue, vous l'aurez compris, je pense qu'ils sont plutôt mauvais, comme les autres. Enfin, l'autre intérêt de cette réflexion sur le droit naturel vient du fait que si vous allumez à n'importe quel instant du jour ou de la nuit n'importe quel média, vous allez entendre un mot, urgence climatique. Enfin, c'est deux mots, hein, urgence climatique. Donc, ceux qui ne seraient pas rendus compte qu'il y a une urgence climatique, même plusieurs, même tout un tas, seraient vraiment des ermites autistes. En réalité, le problème que posent ces urgences climatiques, c'est le problème de la place de l'homme dans la nature, plus que l'intérêt de lever ou non de nouvelles taxes. Et donc, j'aborderai ce sujet un petit peu en illustration vers la fin de cette conférence. Alors, comme il faut avoir un point de départ, j'ai choisi de prendre la Genèse comme point de départ. La Genèse, c'est le premier livre du Pentateuque, donc de l'Ancien Testament. Et la Genèse donne le ton de ce qui va être l'histoire de l'humanité dès le premier livre. Je lis versets 27-28. « Dieu créa l'homme à son image et dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. » C'est clair. Hein? « Dominez tout animal qui se meut sur terre. » Livre 2 de la Genèse, versets 16-17. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin d'Éden. » Donc tu peux consommer à gogo tout ce qui se présente, et en particulier tout ce qui fait partie du paradis terrestre. « Mais tu ne mangeras pas de la connaissance, du bien et du mal, sinon tu en mourras. » En réalité, Jean, dans la révélation dans le livre de l'Apocalypse, n'aurait pas dû écrire les révélations, puisque la 7e trompette de l'Apocalypse lui intime de ne pas révéler ce qu'il a entendu des autres. Dans le jardin d'Éden, on trouve également de quoi satisfaire la cupidité. Le jardin d'Éden contient de l'or pur, ce qui veut dire que non seulement on peut consommer, mais en plus, les richesses sont à disposition et disponibles et à accaparer. Pourtant, dans le livre 6, dans le chapitre 6 de la Genèse, Éternel note que la méchanceté des hommes, qu'il a créée pourtant à son image dans 5 chapitres plus haut, était grande et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc, quand je dis que l'homme est mauvais, je n'ai pas l'intention de me comparer à l'Éternel, naturellement, mais en même temps, je me sens moins seul quand je lis la Genèse. Par ailleurs, l'Éternel va aider les élus, en particulier Abraham, à acquérir les richesses de ses ennemis, c'est-à-dire des biens qu'on pourrait qualifier d'illégitimes, mais le fait que ce soit l'Éternel qui l'aide les rend légitimes, et en particulier les biens de Sodome et Gomorrhe dans le livre 14 de la Genèse. Et par ailleurs, l'Éternel va jeter un sort
ce qui n'empêchera pas, pendant les guerres de religion, de persécuter les sorciers, et les sorcières surtout. L'Éternel va jeter un sort sur Pharaon et sa famille, les rendant malades, de façon à favoriser la sortie d'Égypte. La femme, quant à elle, naît d'une côte de l'homme. Comme le gris costal est formé de 12 paires de côtes, la valeur d'une femme est finalement 1/24e de gris costal. Sans doute s'agissait-il d'une côte impaire, et la Genèse ne dit pas si la plaie cicatrise, probablement. Mais la biologie nous indique que le chromosome Y de l'homme, ce qui fait sa masculinité, est en fait un chromosome X qui a perdu l'essentiel de son génome. Autrement dit, on pourrait dire en fonction des opinions, soit que l'homme est une femme ratée, soit c'est une catastrophe évitée de justesse. Il est important également, si on veut parler de droit naturel, au-delà de cette introduction, je dirais, génétique, mais j'ose pas, les déterminants biologiques du vivant. Alors, vous m'avez déjà entendu en parler dans d'autres cycles de conférences que Guénaël nous a rappelé tout à l'heure. Toutes les opinions sont possibles pour définir le vivant, soit une créature divine, soit une créature infernale, en passant par une vision purement thermodynamique et stochastique qui est la mienne. Alors, si je vous dis ça, si je vous parle des déterminants, selon Patrice, du vivant, ce n'est pas pour vous convaincre, c'est simplement pour que vous compreniez mon point de vue, le point de vue de lequel je me place. Évidemment, c'est un point de vue qui est partial et partiel, mais c'est histoire de nourrir la discussion. Pour moi, un vivant est un édifice thermodynamique produisant de l'énergie à partir de son environnement afin de se reproduire selon un schéma codifié et de vivre ou survivre le plus longtemps possible. Il se trouve qu'en plus, il peut penser, parfois. Du coup, les déterminants du vivant sont, pour moi, tout d'abord, évidemment, le code génétique que je n'ignore pas. J'en limite les effets, mais je ne l'ignore pas. Mais surtout, l'eau, l'air et le feu, c'est-à-dire l'énergie, mais également tout ce qui influe sur les réactions thermodynamiques du métabolisme. Il se trouve que ces déterminants-là sont aussi les déterminants clés de l'environnement au sens écologique du terme. Curieusement, les biologistes sont à peu près totalement exclus des discours écologiques et des discours politiques d'une manière générale. Alors pourtant que ces déterminants sont déterminants tout à fait essentiels. Une société est quant à elle formée d'un corps social, et depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, depuis 1789, c'est un système où l'individu est effacé. C'est-à-dire que le corps social est un corps hegelien, c'est-à-dire que c'est une masse. Chaque individu contribue par son action au succès de la masse et ne peut exister qu'à travers cette masse ou ce corps social. Cette masse est gardée dans un format à peu près stable, à peu près immuable, grâce à un jeu de pouvoir dont la force réside dans des conventions qui s'appellent les lois. Alors, il existe différents systèmes de conventions. Le droit naturel est un système de conventions, et on verra qu'il a évolué historiquement pour disparaître à la suite de Rousseau. Et puis le droit positif est un autre système de conventions. Le droit naturel et le droit positif, on le reverra à plusieurs reprises, s'opposent de façon formelle. Le droit naturel est basé sur la connaissance et une analyse
de ce qu'est l'homme et de ce à quoi il peut prétendre, tant moralement que physiquement, alors que le droit positif, c'est un droit qui est directement issu de la société. C'est un droit pragmatique, c'est-à-dire que la société définit un certain corpus de valeurs et elle émet des lois dans le cadre et les fait respecter. C'est ça qu'on appelle le droit positif. Le droit positif repose sur le fait que chacun y adhère. Il suffit que, pour une raison ou pour une autre, vous considériez que le droit réel, l'être, diffère trop notablement du devoir être, c'est-à-dire des lois, et du coup, plus personne n'adhère au système. Autrement dit, il y a là une sorte de jeu dont le citoyen ignore le but, mais dont il doit connaître les règles, et jeu auquel il est obligé de jouer. Il n'y a pas vraiment de choix. Il y a un autre problème qui est que les lois sont issues de la représentation populaire. Et donc, d'une certaine manière, sont le fruit d'élections ou de modes de désignation d'un chef. La loi ou le droit ne sont nullement indépendants et autonomes. Ils peuvent être, éventuellement, on peut définir par convention que les juges jugent sans qu'il y ait le poids du pouvoir, mais il n'empêche que ce ne sont pas les juges qui créent les lois. Et donc, par conséquent, le système est entièrement dépendant du format de la société qui varie considérablement. Soit on a un chef qui gouverne sans s'occuper de façon autocratique de ce qui se passe au niveau de la base, soit à l'inverse, c'est la base qui dirige. Mais la tentation est très forte dans les systèmes pyramidaux d'avoir un gouvernement qui s'occupe assez peu finalement de ce qui se passe à la base. Alors celui qui a bien caricaturé cette tentation forte du pouvoir et qui l'a caricaturé à propos d'un système dictatorial qui était le système stalinien, c'est Bertolt Brecht. Bertolt Brecht a écrit en 1953, mais ne sera publié qu'en 1959, un poème qui s'appelle Die Lösung, en allemand, qui s'appelle La Solution. Alors, je vais vous le lire parce qu'il résume en fait tous les liens entre la perception de l'individu et la perception des leaders. Après l'insurrection du 17 juin 1950 et 1953, le secrétaire de l'Union des écrivains fit distribuer des tracts dans la Stalinallee. Le peuple, y lisait-on, a, par sa faute, perdu la confiance du gouvernement. Et ce n'est qu'en redoublant d'efforts qu'il peut la regagner, dit le gouvernement. Brecht pose alors la question, ne serait-il pas plus simple alors pour le gouvernement de dissoudre le peuple et d'en élire un autre? Là est résumé, dans cette caricature, le lien qui unit les différents étages de la pyramide. La nature, qui est évoquée dans le mot droit naturel, la nature a des connotations et des significations extrêmement variables. D'abord, la nature, ça peut être l'ensemble de l'univers, au sens le plus large possible, et même temporellement, puisque la relativité nous explique que tout est lié depuis le Big Bang.
On considère plutôt que la nature, c'est tout ce qui n'a pas été modifié, de près ou de loin, par l'homme. C'est-à-dire qu'on extrait l'homme de la nature. Alors, ce point est extrêmement important parce que c'est quelque chose qui est historiquement extrêmement ancien. L'homme a été toujours extrêmement séduit par sa pensée, on peut en discuter, et donc il s'est toujours extrait de la nature. Il s'est extrait au point que Bacon dira la nature, excluant donc l'homme, est une catin à mater. Hein, donc ça dit bien ce que ça veut dire, et Descartes reprend exactement le même refrain. Par extension, on dira, et puis par défaut, parce qu'on n'a plus beaucoup de nature vraiment naturelle, on dira que la nature, c'est un ensemble d'éléments peu impactés par l'action de l'homme. On dira qu'une forêt va être naturelle, même si elle est exploitée depuis 2 siècles par les forestiers. J'entendais d'ailleurs il y a peu qu'on avait répertorié sur Terre désormais 5 endroits seulement qui étaient silencieux au sens qu'ils ne sont pas contaminés par des bruits d'origine humaine. 5 à la surface de la Terre, ça ne fait pas beaucoup quand même. Le mot nature est également employé dans l'expression nature humaine. Hein, c'est-à-dire que, et c'est cette expression-là qui va être reprise dans ce que l'on appelle le droit naturel. Historiquement, le droit naturel va concerner non pas la nature au sens large, au sens écologique du XXIe siècle, mais va concerner uniquement la nature humaine. Et puis, naturel, on l'a dit tout à l'heure, décrira les populations qui n'ont pas été encore soumises à l'exploitation coloniale. Naturel sera aussi une connotation du bon sens. On pense naturellement que, mais également naturel, c'est la sauvagerie de tout ce qui n'est pas directement contraint. Et la connaissance, l'accroissement des connaissances, même encore aujourd'hui, vise essentiellement à asseoir une différence entre la nature et l'humain, et même à renforcer la place de l'humain. Alors, le droit naturel, c'est l'ensemble des normes théoriques prenant en considération la nature de l'homme et sa finalité dans le monde. Donc on n'est pas du tout dans une conception écologique large de la nature au sens global, incluant l'humain et l'ensemble de ses déterminants. Pourtant, devant la disparition complète du droit naturel, devant le droit positif, devant les défis qui se posent à l'espèce humaine, espèce dont je rappelle qu'elle est seule. Nous ne pouvons pas nous croiser avec aucun... Nous sommes dans un cul-de-sac écologique. L'humain, sauf manipulation génétique, ne peut pas évoluer. L'humain est dans un cul-de-sac. Il ne peut pas se croiser avec un singe ou avec... Il y a une barrière génétique qui fait que nous sommes condamnés à vivre ou à périr. On n'a pas le choix. Ici, voilà. Et donc, je dirais que compte tenu des défis auxquels on est confronté, il me semble nécessaire, utile au moins, de revisiter cette notion de droit naturel en l'étendant, c'est-à-dire en y incluant les connaissances de manière beaucoup plus globalisante que classiquement. La déclaration de l'indépendance des USA énonce « Nous tenons pour évidente en elle-même », donc ça ne se démontre pas, ce sont des axiomes, «
ces vérités que tous les hommes naissent égaux, qu'ils ont été investis par leur créateur de certains droits inaliénables, parmi lesquels sont les droits à la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Mais ça ne concerne que l'humain. Sont exclus de ces droits qui vont fonder le droit positif tout le reste de la nature et même la physiologie de l'humain. Alors le problème du droit naturel, c'est évidemment le problème du référentiel. Le grand argument des théoriciens du droit positif, c'est de dire on ne peut pas faire confiance aux sciences puisque ça change tout le temps. Certes, mais on pourrait opposer que les valeurs morales d'une société sont également profondément volatiles et changent également profondément en fonction du lieu et des époques. Quoi qu'il en soit, cette notion de référentiel est une notion très importante. C'est pour ça que Rousseau convoque le bon sauvage, qui, je ne sais pas s'il a rencontré de bons sauvages d'ailleurs, mais enfin, c'est ce qu'il aurait voulu que l'homme soit et continue à être en progressant socialement. Mais en 1762, la géographie, je l'ai dit tout à l'heure, est très incomplète, on peut même dire qu'elle est à moitié incomplète. L'oxygène sera découvert plus tard, en 1772. Son rôle, évidemment, la thermodynamique date de beaucoup plus tard. La lumière, la nature de la lumière est décrite par Einstein en 1905. Darwin, c'est 1809. Donc, on voit bien qu'en 1762, pour défendre un droit naturel et un droit naturel complètement naturel, on pourrait dire, c'est extrêmement difficile pour Rousseau. Alors, le droit naturel, historiquement, a été pris toujours en référence à l'homme. C'est la nature de l'homme. Quand on dit droit naturel, c'est le droit issu de la nature de l'homme. Pour Aristote, pour les Grecs, le droit naturel naît immédiatement d'un projet politique. Dès lors que l'on jette les bases d'un projet social, on a créé une situation de postériorité par rapport à quelque chose qui était avant et qui donc était beaucoup plus naturel que ce qu'il y a après. Et pour les anciens Grecs, en particulier pour Aristote, l'homme est naturellement dédié à l'excellence. Le droit naturel de l'homme, c'est de faire valoir cette excellence. Et les lois de la cité qui sont censées favoriser cette excellence sont naturellement excellentes, puisqu'elles ont pour but de favoriser ce qu'il y a de meilleur. Et la philosophie, c'est-à-dire à l'époque l'acquisition des connaissances au sens large, c'est le summum de l'excellence. Il n'y a pas mieux que acquérir de nouvelles connaissances. Platon va dire à peu près la même chose en convoquant trois dieux, trois métaphores en quelque sorte. Épiméthée, c'est la nature qui va inspirer par analogie la pensée. La pensée sera donc secondaire à l'observation de la nature. Donc on voit bien que la nature, elle est première. Et là, selon Platon, c'est vraiment la nature, pas seulement la nature de l'homme, c'est la nature en quelque sorte naturante. Ensuite, il va convoquer Prométhée. C'est le dieu qui a été dérobé le feu sacré au dieu créateur. Et à partir de ce feu sacré, Prométhée va créer l'art. Il va donner à l'homme la capacité, lui aussi, de créer la beauté à travers l'art. Et puis, enfin,
Zeus, dont l'équivalent sera Jupiter, qui donne la justice et la répression pour satisfaire l'apparence de justice. Pour Socrate, le discours est assez semblable. Mépriser la nature et les opinions qu'on peut en avoir, c'est renoncer à appréhender les faits. Philosopher, c'est acquérir des connaissances déduites, et il n'y a rien de plus élevé que cette acquisition. Alors le Moyen-Âge est une transition longue qui, pendant, on va dire, 1000 ans, va purement et simplement oublier la Grèce antique. Et puis, à un moment donné, par l'intermédiaire de l'islam, on va redécouvrir Aristote. Et alors que seul le droit religieux existe, et au plan politique, seul le droit divin existe. Et malgré tout, vers les années 1200, va se faire un double mouvement. D'une part, on redécouvre Aristote et donc la nature de l'homme, et on va l'opposer au divin, à la volonté divine, pour ce qui est des religieux. Et on va, à cette époque, écrire, ça va être sur une longue, c'est une œuvre, c'est d'ailleurs une œuvre intéressante, on va écrire le décret de Gratien, qui va fixer le droit canon en 1150. Et parallèle, et ça, il s'agit de faire un pendant législatif, en quelque sorte, au droit séculier, issu des princes, les princes ne voulant pas être enquiquinés dans leur gestion des affaires par le droit religieux. Et donc, deux pouvoirs se mettent en place qui vont donner la scolastique, c'est-à-dire des tentatives de fusion entre l'enseignement des classiques grecs et puis le droit religieux. Et donc ça va être des discours à n'en plus finir pour savoir quelle va être la place relative du droit naturel, mais le droit naturel, en fait, va être purement et simplement éliminé, parce que si, d'un point de vue religieux, tout dépend du droit naturel, évidemment, le religieux n'a plus de sens, le droit religieux n'a plus de sens, et pour le droit politique, si chaque individu peut revendiquer un droit moral, il n'y a aucune raison qu'il se satisfasse d'un droit divin quelconque. Donc, droit naturel passe à la trappe, mais c'est quand même à cette époque que vont être jetées les bases du droit positif. Alors évidemment, Thomas d'Aquin va être, et également Pierre Abélard, qui est né au Palais, juste à côté de Nantes, vont être des acteurs très importants de ce positionnement du droit religieux et du droit civil par rapport au droit naturel, l'ensemble des systèmes s'entendant pour éliminer le droit naturel et la nature de l'homme. Ensuite, on arrive aux Lumières. Alors vous me direz, le Moyen-Âge se prolonge longuement, mais je crois qu'effectivement, le Moyen-Âge se prolonge très longuement et par certains aspects, il n'a pas complètement disparu. On arrive aux Lumières. Les Lumières sont, il n'est pas inutile de le rappeler, les Lumières sont nées de la révolution copernicienne, qui a été confortée par Galilée et les grands astronomes de l'époque. À partir de Copernic, l'homme peut s'émanciper et il est capable de voir et de découvrir au-delà de ce que lui permet sa nature en créant des instrumentations et des outils. À partir du moment où l'homme commence à s'émanciper, la voie est ouverte aux philosophes pour commencer à bousculer l'ordre religieux
et le droit divin qui s'appuient l'un sur l'autre. Celui qui va renverser la table, en quelque sorte, c'est Thomas Hobbes. Alors Thomas Hobbes, on ne le connaît pas très bien en France parce qu'il a été en controverse, en discussion avec Descartes, qui est notre figure emblématique, et puis Spinoza. Mais de vous à moi, je regrette que Hobbes n'ait pas été français et qu'il ait été malheureusement anglais. Hobbes considère que le droit issu de l'Antiquité, et encore plus le droit tel qu'il l'observe dans la vie religieuse et dans la vie civile anglaise, aboutissent à des échecs patents. Et de fait, les sociétés du XVIIe siècle sont des sociétés extrêmement difficiles qui oscillent entre guerre et famine. Et donc, il considère que la sagesse antique n'apporte pas grand-chose, finalement, à la satisfaction de l'humain. Et il conteste que l'homme soit un animal politique et social. Il considère que l'homme est un animal comme les autres. Voilà. Simplement, son droit naturel, absolu, intangible, c'est le droit à vivre, comme tout animal, et que le bien de chacun, c'est aussi son agréable. Malgré tout, comme il a une nature mauvaise, là il rejoint le discours de l'Éternel, il faut un cadre juridique pour l'encadrer, et c'est le rôle de la société. Hobbes considère aussi que c'est l'illégitimité qui crée la légitimité, et il prend comme exemple, par exemple, le fait que Rome a été créée sur un fratricide. Rome est basée sur un fratricide. Et il dit la justice est le rejeton de la société, et donc par conséquent, on ne peut pas en espérer que ce soit quelque chose de formidable, puisqu'elle est basée elle-même sur une certaine illégitimité. Et donc, il réduit le rôle de la société à permettre la satisfaction du droit naturel premier de l'homme, c'est-à-dire sa vie et sa survie. Malgré tout, il considère qu'il faut un minimum d'ordre social pour canaliser l'ensemble, mais cet ordre social, c'est le discours du Léviathan, cet ordre social est sous la dépendance de hiérarchies, mais ces hiérarchies sont immédiatement révocables par le peuple. Ce n'est pas une hiérarchie éternelle se repliquant indéfiniment, c'est une hiérarchie révocable sur simple demande. On constate que l'impeachment n'est pas complètement automatique. Locke va reprendre un peu les idées de Thomas d'Aquin et non pas de Hobbes, il s'oppose à Hobbes. Et il considère tout simplement que si l'on veut connaître la loi naturelle, il n'y a pas besoin de convoquer les Grecs, il n'y a pas besoin de convoquer la physiologie, il suffit de connaître les textes révélés, et en particulier la Genèse. Pour être loi, dit-il, la loi de nature doit être accompagnée de récompenses et de sanctions. Par conséquent, elle ne peut pas être naturelle. Exit, avec Locke, le droit naturel. La loi civile est donc postérieure au texte révélé, texte qui, je vous le rappelle, je vous l'ai lu tout à l'heure, implique la propriété et éventuellement l'acquisition, l'accumulation de richesses. Et donc, pour Locke, tout naturellement, l'homme a le droit naturel d'accaparer ce qui lui semble bon, à autrui de se défendre.
Et donc on voit bien que là, les bases sont jetées d'un système anglo-saxon commercial dur. Un autre personnage est à citer, Pufendorf, qui va être l'inspirateur de Rousseau. Lui, c'est 1632. Là, pour Pufendorf, le problème, effectivement, tout est lié au droit de nature, tout est le droit naturel. Le problème, c'est qu'alors, à la différence antipodique avec Aristote, les êtres humains sont faibles, ambitieux, envieux, superstitieux, vains, vindicatifs, parfois pervers, et le reste. Et que pour qu'ils puissent survivre, il est nécessaire qu'ils s'unissent, et c'est le rôle des sociétés que de canaliser tous leurs défauts. Autrement dit, le droit naturel, là, pour Pufendorf, est quand même extrêmement négatif. On arrive à Rousseau, donc Rousseau, le contrat social, mais également la liberté, pour Rousseau, ne peut pas être sans l'éducation. La position de Rousseau par rapport à l'éducation est une position complexe. D'une part, il met l'éducation au sommet, c'est le discours dans l'Émile, mais l'éducation ne peut permettre qu'une opinion, une vision partiale et parcellaire. Donc il faut s'en méfier de l'éducation. Et de la même façon, reprenant probablement Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », un confrère, il considère que la science est mauvaise pour une société idéale car elle induit de l'instabilité, mais elle est excellente, voire même le seul recours pour une société en échec. Et donc par conséquent, l'éducation et la science sont des valeurs essentielles pour les sociétés en difficulté. Et puis on arrive à la fin des Lumières, on arrive à Hegel. Alors pour Hegel, le droit naturel, aucun intérêt. D'abord Hegel est catholique. Ensuite, l'homme est par essence naturellement social, et même exclusivement social, et par volonté divine. Par conséquent, l'homme n'a de salut que dans la société et pour la société. Droit naturel, définitivement éliminé. Les sociologues du droit moderne, par exemple Weber, Max Weber, va reprendre exactement le même discours. Pour Weber, le monde de la science et le monde des valeurs sont opposés par essence et irréductibles. Le monde de la science, mais Weber il est décédé en 1920, c'est un homme fin du 19e, début du 20e. Pour Weber, alors cette période n'est pas une période non plus, c'est une période complexe. Le début du 20e, la première moitié du 20e, c'est quand même une période où à la fois on a l'émergence du monde moderne, la révolution industrielle, mais qui sont d'ailleurs conséquences indirectes des Lumières, mais on a en même temps la série de cataclysmes, guerre de 70, guerre de 14, guerre de 39, qui sont d'une certaine manière les triomphes diaboliques de l'ère industrielle. Et Weber, donc, qui est décédé en 1920, pour Weber, le monde de la science et le monde des valeurs sont opposés par essence et irréductibles. Seul le monde des valeurs peut avoir une valeur sociale, le monde de la science étant trop incertain. Et donc, les lois doivent être basées sur des valeurs indémontrables, mais par convention, admises en principe par tous. Les savoirs n'ont aucune importance, car ils ne portent aucune valeur. À partir de là, la loi ne va donc pas se mêler d'être juste, la loi va se mêler d'être rationnelle, ici et maintenant, c'est-à-dire en référence avec un système social
données. La réalité, c'est que le monde industriel et le monde économique qui sous-tend le monde industriel font peser des menaces sur la philosophie et sur la philosophie politique qui sont des menaces lourdes, dont on voit aujourd'hui un peu les manifestations quand les États sont challengés par des entreprises privées. Je pense que c'est ce que percevaient d'une certaine manière les sociologues des sciences en y réfléchissant un petit peu à la lumière de la révolution industrielle. Weber reconnaîtra simplement au droit naturel l'apport des informations permettant l'évolution du droit et même donner à la connaissance une possibilité révolutionnaire de ce droit, mais qui doit s'effacer immédiatement qu'elle est insérée dans le droit positif. Alors on voit bien l'impact de ces concepts, et en particulier des concepts selon Weber, sur la chose écologique d'aujourd'hui. On va prendre un exemple caricatural d'actualité. Le Brésil est un État souverain, même dans un temps de mondialisation. Au prétexte que le Brésil veut couper des arbres, tout le monde s'y oppose, au prétexte que c'est son poumon. Chacun estime que le Brésil est son poumon. Bon. Alors tant qu'on demeure dans le champ du droit positif, rien n'est possible, puisqu'on est dans le droit de la propriété et que ça fait partie des valeurs, du système de valeurs inaliénables décrit initialement. Même si cette propriété a des niveaux variables. Mais le droit naturel, lui, qui va être le droit naturel à vivre, c'est la nature de l'homme, va indiquer que respirer, c'est bien plus important que la propriété et le marché du bois. Autrement dit, vous voyez bien cette opposition formidable qui se crée à partir des théoriciens du droit et qui basent leur discours sur l'élimination pure et simple du droit naturel, et en particulier pour ce qui concerne ces approches physiologiques. Weber, enfin, quoique rejetant le droit naturel et ne voyant l'avenir que dans le droit positif, prédit paradoxalement soit un renouveau spirituel, soit une pétrification mécanique, c'est-à-dire l'étouffement de toute action humaine par les lois. Donc c'est un théoricien du droit qui, malgré tout, est d'une certaine manière assez visionnaire. Aujourd'hui, on se trouve une sorte, j'ai quand même l'impression nette que l'ingouvernabilité dans laquelle nous sommes, pour revenir au propos du départ, nous place dans une sorte de cul-de-sac moral difficile à résoudre. C'est la raison pour laquelle je pense que le droit naturel doit être reconvoqué, réévalué à la lumière des connaissances qui sont acquises au cours du dernier siècle. On avait coutume de dire en 1960 que, en 1960, la majorité des inventeurs étaient encore vivants. Ça veut dire que une approche de la connaissance et du rôle social de la connaissance, avant cette période, est forcément une approche partielle. À l'évidence, les humains ne peuvent pas fonctionner sans la nature, alors qu'elle-même est ignorée, spoliée et abîmée. Il me semble donc nécessaire de réévaluer l'apport du droit naturel. Une autre raison, c'est que l'alternative serait l'écologie politique. L'écologie politique qui consiste à poser de bonnes questions pour essayer de les traduire dans un droit positif, dans un corpus de conventions. Mais on voit bien
à propos par exemple de l'ERICA, quand il faut 20 ans pour faire valoir un droit qui pourtant est déjà inscrit, le droit pollueur-payeur, le principe du pollueur-payeur, on voit bien que vouloir inscrire tous les désordres qu'ont induit les hommes au cours de leur existence dans le droit positif, ça va prendre un certain temps, et je crains que la planète ait depuis longtemps disparu avant qu'on ait commencé à avoir un début de solution. Et donc, les ressorts de l'écologie politique sont essentiellement des ressorts d'imposition, de taxes. On n'a pas trop de solutions autres, c'est parce que ça peut s'inscrire facilement dans le droit positif. On n'a pas de solution complexe et compliquée à offrir. Voilà, il n'y a rien. Ou alors d'une naïveté déconcertante. On fait le constat que la nature est totalement déstabilisée, en particulier par les pâtures, et on va donc réintroduire le loup. Bon. Et alors on est extrêmement fâché que le loup vienne bouffer les brebis. En fait, on demande au loup d'être sauvage à temps partiel, et uniquement là où ça nous arrange. Donc évidemment, cette approche-là, elle est intéressante, elle est probablement légitime, mais en même temps, elle est totalement irréaliste. On voit pas comment on peut résoudre les problèmes en partant de ce genre de raisonnement. Et puis, ce que ne fait pas l'écologie politique pour des raisons électorales, parce qu'elle est politique, et elle cherche à s'inscrire dans la politique. Elle refuse d'admettre que la principale cause des désordres environnementaux, c'est l'homme lui-même, et entre autres causes, sa démographie. Quel que soit le problème écologique que l'on pose, ce problème, immédiatement, implique la démographie de l'homme et la correction de cette démographie galopante, sans aucun prédateur. L'homme n'a pas de prédateur à part lui-même. La simple correction de cette démographie permettrait facilement, simplement, même si ce n'est pas simple, de corriger la démographie, permettrait de corriger un certain nombre de désordres écologiques sans aucune innovation d'aucune sorte et sans aucune taxe nouvelle. Il me semble donc que, compte tenu de tous ces éléments, des pouvoirs politiques faibles, affaiblis, et ne pouvant pas être autrement que faibles, des bases démographiques de plus en plus extraordinaires, des problématiques posées par ces démographies de plus en plus insolubles, simplement, ne pouvant plus être servies que par des solutions très complexes. Quand on nous explique qu'il faut passer à des énergies renouvelables, bon, moi je suis d'accord. Lesquelles? Quelle énergie renouvelable? Il faut arrêter la déforestation, ça je suis d'accord aussi. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, savez-vous combien produit d'oxygène un hectare de forêt? Un hectare de forêt permet de produire l'oxygène nécessaire à 39 personnes par an. Un hectare de forêt, 39 personnes par an. On va bientôt être 8 milliards, hein, juste à titre d'information. Donc, vous voyez bien la complexité de l'affaire. Ce n'est pas simplement avec des petits éléments comme ça pris à droite à gauche qu'on va pouvoir... Un hectare de forêt, il faut 2 hectares de forêt pour, en gros, faire respirer l'auditoire pendant un an. Vous vous rendez compte? Là, un hectare, c'est grand. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. C'est 100 mètres par 100 mètres. C'est grand.
Donc les problématiques sont forcément des problématiques globalisées. Et le système des lois, les systèmes juridiques, les systèmes des conventions sociales ont été objectivement incapables de nous protéger non seulement des guerres, mais encore des dégâts climatiques auxquels nous sommes confrontés. Je pense donc que les deux remèdes qui sont à notre disposition sont, petit 1, remettre la connaissance au sommet, tel que le pensait Aristote. Tout doit être subordonné et tous les efforts doivent être consentis à la connaissance. Et secondairement, je crois que nous ne pourrons pas faire l'économie d'une réduction ou d'un contrôle de notre démographie. Ces solutions seront évidemment à l'envers de la Genèse, du texte que je vous ai lu tout au départ. Que ce soit en termes de démographie ou en termes de connaissances, nous sommes à l'envers des préceptes de la Genèse, ou plus exactement, les objectifs des pères de l'Église ayant été exaucés au-delà de leurs espérances les plus folles, il faut désormais entrer dans une ère post-Genèse. Je vous remercie de votre attention.